L'Érythrée, un pays dont on parle très peu, un vrai naufrage totalitaire que des dizaines de milliers d'Érythréens veulent fuir à tout prix. C'est le grand angle ce dimanche. Alors l'Érythrée, c'est un pays qui n'a plus de secret pour vous, Franck Gouiri, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes ingénieur, maître de conférences à Sciences Po, et vous en êtes à votre 3e livre sur cette région de la Corne de l'Afrique, l'Éthiopie, l'Érythrée. Les 2 derniers en date, c'est Érythrée, un naufrage totalitaire aux presses universitaires de France, et puis aussi Érythrée, entre splendeur et isolement aux éditions Non-Lieu. Et puis voilà, le 2e livre. Et puis avec nous par téléphone, on a Léonard Vincent, qui est écrivain et journaliste, entre autres à RFI, spécialiste de l'Afrique et notamment de l'Érythrée. Et vous avez publié, Léonard Vincent, Les Érythréens aux éditions Rivage. Alors, en 2 mots, l'Érythrée, c'est un pays, je le disais, peu connu, mais sans doute l'une des plus terribles dictatures au monde. Je propose d'ailleurs de regarder la carte pour situer ce pays au nord de l'Éthiopie, séparé donc de l'Arabie saoudite et du Yémen par la mer Rouge. Un peu plus de 6 millions d'habitants, déjà plus de 350 000 Érythréens ont quitté leur pays ces dernières années et ça continue entre 5 et 10 000 par mois. Ils sont, les Érythréens, le 2e contingent de migrants derrière les Syriens. Alors, d'abord, question très simple, Franck Gouiri, pourquoi un exode aussi massif des Érythréens et depuis si longtemps ? Eh bien, tout simplement parce que ce qu'ils fuient, c'est un régime qui est au-delà de l'autoritarisme, qui est un régime totalitaire. C'est-à-dire que plus qu'un régime autoritaire qui s'attaque aux opposants politiques, cet État s'attaque à tout le monde, en fait, et par le moyen de la terreur. Et ça, en fait, depuis l'indépendance en 93. Ça a dérivé, notamment après la guerre 98-2000 avec l'Éthiopie, où là, il y a une dérive totalitaire, une purge politique, la fin de tous les médias libres et indépendants, et puis la mise en place d'un service national à durée indéfinie. Ouais. Et c'est ça qui explique qu'il y a plus d'espoir, en fait. Service qui s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes, d'ailleurs. Exactement. Il est pour les femmes et pour les hommes, mais il est surtout à durée indéterminée. Il ne permet pas de faire vivre une famille. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a des jeunes Érythréens qui font des services militaires 5 ans, 10 ans, parfois plus. Exactement, c'est ça. Et comme c'est sous-payé, ça ne permet pas de faire vivre une famille, il n'y a plus d'espoir. Et donc, ils sont en quête d'espoir et ils s'évadent littéralement du pays, comme le dit Léonard Vincent. J'ai vu des chiffres que vous dites qu'entre 1/3 et la moitié des Érythréens vivent à l'étranger, en fait. Oui, ça s'explique aussi par la lutte d'indépendance de 61 à 91, qui a duré 30 ans, et puis à la guerre de 98-2000, qui était une sorte de Verdun sous le soleil, puisqu'il y a eu des guerres de tranchées, etc. Donc il y a eu énormément de déplacés. Mais depuis 10 ans, il y a une vague, un exode des Érythréens, vous l'avez rappelé, 350 000 à peu près, puis 5 à 10 000 par mois qui s'échappent du pays. Alors on devrait avoir par téléphone le journaliste Léonard Vincent. Bonsoir. Bonsoir. Léonard Vincent, les réfugiés érythréens dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines dans l'actualité sont prêts à tout pour sortir, pour quitter cet enfer? Oui, ils sont prêts à tout, ils sont prêts à prendre tous les risques et la plupart de ceux que j'ai rencontrés sur leur route d'exil en Afrique ou en Europe m'ont dit que tout était préférable à la vie, à la non-vie qu'on leur propose dans leur pays et que de toute façon, à la limite, ils préféraient la mort. Donc, tant qu'à faire, ils jouent leur vie à la loterie sur ces routes infernales qui sont ouvertes pour eux entre le Soudan et la Libye, puis la mer Méditerranée. Et après, une fois qu'ils se retrouvent en Europe, j'allais dire que les tourments que leur font vivre les bureaucraties européennes sont préférables à tout le reste. Ils cherchent avant tout à s'arrêter, se reposer et reconstruire leur vie et leur esprit traumatisés par cette dictature totalitaire unique d'Afrique. Léonard Vincent, comment se fait-il qu'on parle si peu de l'Érythrée? On vient de décrire un univers absolument dramatique, terrifiant. Comment se fait-il que ce pays parvient à rester en dehors, je dirais, des radars de l'actualité? C'est une très bonne question que je me pose, moi qui travaille depuis 10 ans sur la question, dans une relative solitude. Franck aussi, avec son comparse Jean-Baptiste, ont beaucoup travaillé sur la question et font face à une relative indifférence. Maintenant, il y a une stratégie de la part du gouvernement érythréen de maintenir le secret et de maintenir le secret non seulement par des moyens classiques de la répression politique et de la terreur, mais il y a aussi une tradition de secret. On culpabilise les fugitifs, on humilie les jeunes en leur faisant croire que ils sont égoïstes et lâches en fuyant le pays, qu'ils refusent la construction de leur nation pour lesquelles leurs pères et leurs oncles et leurs tantes ont donné leur vie parfois. Le culte dit martyr en Érythrée est tel qu'il pèse sur tous les esprits et que le système totalitaire s'est organisé autour de cette
ce terrible instrument de répression qui est la culpabilisation des esprits. En vous écoutant, on montrait des images des réfugiés, des migrants érythréens. C'est un flot de migrants qui n'est pas prêt de se tarir. Aujourd'hui, on voit difficilement comment ça pourrait s'arrêter. Les vaines tentatives européennes pour essayer de développer économiquement le pays avec la complicité d'États qui ne cherchent que sa survie sont évidemment vouées à l'échec. Par ailleurs, les politiques d'isolement ne sont pas plus bénéfiques pour le pays puisque à ce moment-là, on laisse les mains libres au dictateur pour faire absolument ce qu'il veut. Et donc, tant que ce régime sera en place et fonctionnera sur ce système pervers, évidemment, les jeunes Érythréens fuiront. Ils font, comme je le dis souvent, la révolution avec leurs pieds. Il faut peut-être leur savoir créer aussi de ne pas vouloir verser le sang de leur propre peuple et donc de choisir la fuite pour s'organiser et essayer de reconstruire une vie et peut-être des organisations politiques ou de la société civile à l'extérieur des frontières puisque ce n'est pas possible à l'intérieur et lutter pour la liberté dans leur pays pour lequel 30 ans de guerre a été combattu contre l'Éthiopie, contre une immense armée. Merci d'avoir été avec nous, Éléonore Vincent, par téléphone. Merci beaucoup. Merci à vous. On revient à vous, donc Franck Gouiri. Il faut rappeler quand même que l'homme qui est au pouvoir en Érythrée s'appelle Isaias Afewerki. On l'appelle d'ailleurs le président Isaias. Il dirige donc l'Érythrée depuis 93, depuis 22 ans. Ça explique beaucoup de choses, évidemment. C'est un libérateur, un homme qui a lutté pour l'indépendance de son pays, qui s'est transformé en dictateur. Exactement, c'est ça. Même si ce qu'on explique aussi avec Jean-Jean Villemer dans le livre Érythrée, un naufrage totalitaire, c'est que les germes du totalitarisme étaient déjà présents dans le mouvement de rébellion qui dirigeait à partir de 73 à peu près, avec des rafles, des purges politiques. Simplement, c'était dans un cadre de rébellion. En 93, il arrive au pouvoir et il y aura une dérive, surtout après 98-2000, la guerre contre l'Éthiopie. Alors, vous décrivez longuement ce que c'est un État totalitaire dans votre livre et vous dites qu'en fait, l'Érythrée n'est pas un État totalitaire comme les autres. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a de spécifique ? Sa spécificité par rapport à un autoritarisme, c'est qu'il est totalitaire au sens où il a l'unicité pour fin et la terreur comme moyen. L'unicité pour fin, c'est-à-dire que tout est dans l'État. Le secteur privé a été démantelé, les ONG ont été expulsées. On a un service national à durée indéfinie pour tout le monde, donc il n'y a pas d'espoir pour les jeunes. Et puis, autre élément du totalitarisme, donc c'est la terreur, c'est-à-dire que on peut être emprisonné. Oui, au moins les chiffres officiels, 10 000 prisonniers politiques. Alors, mais oui, et la spécificité aussi, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être un opposant politique pour être jeté en prison. On peut être jeté en prison pour des motifs dérisoires. Et l'autre aspect du totalitarisme que rappelle aussi Hannah Arendt, qui a développé toute une analyse là-dessus, c'est que par la délation, en fait, on fait régner un climat de terreur. C'est-à-dire qu'on se méfie, y compris des gens de sa famille. Tout le monde se méfie de tout le monde. Et c'est ce qui fait que la peur règne sur ce pays. Donc c'est totalement invivable pour une partie de la population. Alors, je propose de regarder des images parce que la Commission des droits de l'homme de l'ONU à Genève accuse l'Érythrée de crimes contre l'humanité. Jeudi dernier, 2000 personnes, parfois des Érythréens d'ailleurs, ont manifesté à Genève pour soutenir, on voit les images, l'ouverture d'une enquête qui pourrait aboutir à des poursuites contre le président Isaias. En tout cas, c'est ce qu'espèrent ces manifestants. Des manifestants qui réclament donc la comparution du président Isaias devant la Cour pénale internationale et des manifestants qui dénoncent aussi l'importance des fonds que l'Union européenne s'apprête à verser ou s'apprêterait à verser au gouvernement érythréen. On parle de 2 à 300 millions d'euros pour faire cesser le départ des migrants. Un commentaire, est-ce qu'on peut espérer qu'un jour, d'abord, le président érythréen soit traîné devant la Cour pénale internationale ? Ça, il faut qu'il y ait l'établissement de crimes contre l'humanité de façon claire et nette. Ce qu'a dit un petit peu la Commission, c'est qu'il fallait peut-être regarder ça. Ils vont approfondir ça pour établir ou pas ce point dans les 6 mois à venir. Donc on saura ce qu'il en est dans les 6 mois à venir, a priori. Franck Gouiri, l'Érythrée, c'est un pays arabe ou pas ? Parce que c'est un pays qui a la particularité d'être à la fois chrétien et musulman. Oui, tout à fait. Il y a un mélange. Il y a les hauts plateaux et les basses terres. Donc ça fait des paysages d'ailleurs différents, des déserts et puis des paysages de montagne. Et la religion est un problème pour le moment en Érythrée ? C'est pas un problème en ce moment parce qu'il y a le totalitarisme qui permet de placer ça sous le couvercle d'une cocotte minute. Le problème, c'est que qu'est-ce qui se passera ensuite ? On ne sait pas si ce sera stable. Et il faut rappeler aussi que pendant la guerre de 1961 à 1991 contre l'occupant éthiopien, il y a eu une espèce de guerre civile entre 2 mouvements rebelles, un plutôt à tendance musulmane et l'autre plutôt à tendance chrétien-orthodoxe, même s'il se revendique comme plutôt laïque. Donc il n'est pas impossible que ces tensions reviennent et se développent à nouveau plus tard. Vous écrivez dans votre livre que la communauté musulmane érythréenne est en train de
démographiquement de devenir plus importante Oui, que tout à fait. la communauté chrétienne. Puisque ceux qui fuient, c'est majoritairement des chrétiens orthodoxes des hauts plateaux, notamment de la capitale Asmara. Et donc là, cette fuite crée aussi un déséquilibre démographique dans le pays par rapport à ce qu'il était auparavant. Alors vous écrivez aussi dans votre livre Érythrée, un naufrage totalitaire, que le régime est en phase terminale. Quel scénario on peut imaginer si le régime d'Issaïas s'écroule? Alors, il y a plusieurs scénarios qu'on développe. On peut résumer à deux scénarios principaux. Le premier serait peut-être un scénario positif dans lequel on aurait une transition dans un premier temps avec une oligarchie peut-être de généraux, puisque c'est la seule institution viable du pays. Et on peut espérer que ça se détende et qu'on passe d'un totalitarisme à un régime déjà autoritaire, ce qui serait un grand progrès. Et notamment, il faut espérer une démobilisation et le retour du secteur privé pour que les Érythréens puissent avoir, peut-être comme d'autres pays, comme la Chine par exemple, qui a eu une transition de ce type, puissent former leur avenir. Et puis l'autre scénario noir, c'est une explosion totale, peut-être des conflits aussi confessionnels, et peut-être un État failli, que ça devienne de nouveau un État failli comme d'autres dans la région. Comme la Somalie par exemple. En un mot, pourquoi serait-il en phase terminale? Le président Issaïas est menacé par son entourage direct? Il est en phase terminale parce qu'il n'assure pas l'avenir en fait, parce que justement tous ces jeunes qui partent, c'est les forces vives du pays. Donc c'est un drame de ressources humaines quelque part. Humain, ouais. Oui, tout à fait. Et puis par ailleurs, ils préparent pas la relève parce que ce sont toujours les vieux de la lutte, de la rébellion qui restent au pouvoir. Et donc il n'y a pas de transition. Et par ailleurs, économiquement, c'est un désastre. Il ne vit que grâce aux perfusions diasporiques. Il y a quelques ressources minières, mais en termes économiques... Qui est potentiellement très riche et qui est malheureusement très pauvre. Il pourrait être très riche. Il y a notamment un potentiel touristique. C'est un pays magnifique, avec Asmara qui est peut-être la capitale du style en Afrique, Massawa qui est une ville, la perle de la mer Rouge. Donc il y a beaucoup d'éléments, d'espérance pour ce pays, mais à ce stade, ils ne sont pas exploités. Merci Franck Gouéry. Je rappelle vos deux livres, donc Érythrée entre splendeur et isolement, et puis Érythrée, un naufrage totalitaire. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du 64 minutes.